Série de présentations de vœux à Koulouba, la création de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'aide publique à la presse. Voilà les sujets abordés par la grande famille de la communication avec le président de la République. Quant aux forces vives de la nation, elles ont parlé de la lutte contre la corruption et de la délinquance financière. La fête sans pétard et autres feux d'artifice, mais plutôt un bon poulet au menu. Comment les Bamakois préparent la fête de la Saint-Sylvestre, nous le verrons dans cette édition. La maladie à virus Ebola a fait trembler le monde en 2014 avec plus de 7000 morts en Afrique de l'Ouest. Le Mali ne connaît aujourd'hui aucun cas, a enregistré 5 décès liés à la maladie. La rédaction consacre un dossier au sujet. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Les présentations de vœux de nouvel an au président de la République se sont poursuivies aujourd'hui. Le Conseil national de la société civile a félicité et encouragé le chef de l'État pour les actions enregistrées pour la stabilité du pays. Les forces vives ont par ailleurs demandé au président Keïta plus d'actions dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Mohamed Diarra, compte rendu. Face à un président de la République qui se démêle pour le renouveau du Mali, une société civile qui se veut sereine. Après s'être adressé les vœux les uns aux autres, le président du Conseil national de la société civile a salué le patriotisme et l'engagement du chef de l'État qui, selon lui, ont permis d'engranger des résultats notoires en un an. Il s'agit d'Ira Bourima Alay, de la poursuite du dialogue social, du retour progressif des réfugiés et des initiatives prises en faveur de la lutte contre la corruption et la délinquance financière et pour le développement social. Malgré cette embellie, la société civile n'a pas manqué de jouer son rôle de sentinelle. Elle a dénoncé certains mots qui hypothèquent, selon l'orateur, l'avenir et le devenir de la nation. La paupérisation des populations urbaines et rurales et les pertes de repères résultant de l'effritement de nos valeurs sociétales, morales et républicaines ou le respect de l'autre, la considération de l'autre, de l'autorité de l'État. L'état de droit n'ont plus cours à plusieurs niveaux de nos couches sociales. Toutes choses qui compromettent notre avenir et hypothèquent notre devenir. Par rapport aux secteurs vitaux, les défis sont nombreux et les attentes grandes. Nous n'insisterons jamais assez sur la souveraineté et la sécurité alimentaire. Mon souci majeur demeure la mise en œuvre insuffisante de la loi d'orientation agricole, particulièrement la lenteur dans l'adoption d'une politique agricole et foncière. Aussi, il est souhaité l'adoption d'une loi de protection des consommateurs au Mali, en raison de la mondialisation et la porosité de nos frontières et de tous les risques encourus par nos couches vulnérables en matière de consommation. La pyramide sanitaire doit aussi être renforcée avec l'adoption d'une loi sur la santé communautaire, poursuit Bourima Alay, ce qui devrait permettre, selon lui, de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. La liste des doléances n'est pas exhaustive. Le chômage des jeunes, le redressement de l'école, l'assainissement et l'accès à l'eau. Le porte-parole de la société civile ne comprend pas que plus de 1655 villages ne disposent pas d'eau potable au Mali. Autant de préoccupations parmi tant d'autres. En réponse, le président de la République a salué le courage et le dévouement de la société civile pour l'émergence d'un Mali nouveau. Dans vos propos, j'ai senti un sens élevé de la responsabilité et de l'amour du pays que nous avons en partage. Aucun excès, aucun ton désobligeant, mais tout a été dit là. Tout. Tout ce que ce pays, en lui-même aujourd'hui, en son dedans, ressent, a été dit de la manière la plus correcte, de la manière la plus convenable, mais en même temps, de la manière la plus grave, qui n'a rien enlevé à la substance du propos. Telle est une société civile responsable. Le chef de l'État est aussi revenu sur une récente publication qui classe le Mali parmi les pays africains gros consommateurs d'alcool. Pour le président de la République, il s'agit là de ternir l'honneur et la dignité d'un grand peuple. Ternir l'image du Mali, de son chef de l'État, peut être de propos délibérés. Surtout dans un contexte où certains instrumentalisent l'islam. Quoi de plus grave pour un pays musulman
que de lui coller une telle étiquette dans un contexte difficile où il se trouve en négociation difficile, avec certains qui prennent l'islam comme prétexte. Est-ce aider le Mali? Ces choses-là ne sont pas gratuites. Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas candides. Restons sereins. Mais les yeux ouverts. L'intelligence en éveil. L'intelligence en éveil. Ce pays n'est pas ce pays décrit il y a quelques jours. Loin s'en faut. Mais nous ferons en sorte, nous, de démentir ce propos-là par des mesures appropriées et avec votre accompagnement, Inch'Allah. Et Ibeka de féliciter ses interlocuteurs pour le rôle qu'ils jouent dans les pourparlers d'Alger. Les deux parties ont émis le vœu de voir tous les fils du pays se réconcilier très prochainement. La création de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'aide publique à la presse, le statut des journalistes, ce sont entre autres sujets de préoccupation soulevés par les hommes de médias. Le président de la République s'est dit très attentif aux difficultés évoquées. Al-Husseini Touré pour Malia Tchaluté. L'avènement du numérique est à la fois une opportunité immense et un défi de taille pour les pouvoirs publics et le monde de la communication. D'où l'urgence évoquée par le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État dans le cadre de l'adaptation à ce nouvel environnement. Le rôle d'un organe de régulation fort, doté des textes adéquats, des moyens humains, matériels et financiers conséquents, est plus que jamais nécessaire, surtout avec l'arrivée prochaine de la télévision numérique terrestre. À ce niveau de nos propos, permettez-moi, Monsieur le Président, de lever une équivoque. Beaucoup de gens ne voient en la régulation qu'un instrument pour contraindre les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie et au besoin les sanctionner. Cet aspect représente à peine 5% des activités d'un organe de régulation digne de ce nom. Imaginez, Monsieur le Président de la République, avec l'avènement du numérique, des autoroutes qui se croisent et s'entrecroisent et où la circulation n'est pas réglementée. En effet, comme cela a été dit, grâce aux nouvelles techniques numériques de compression et de diffusion, on peut diffuser en numérique jusqu'à 20 chaînes ou programmes sur une même fréquence, alors qu'en analogique, une seule chaîne est diffusée sur une même fréquence. Tout comme lui, son homologue du Conseil supérieur de la communication a plaidé pour la mise en place d'une structure unique de régulation de la presse. Eladji Koman Doumbia n'a pas manqué d'évoquer les limites des instances actuelles dépourvues de moyens institutionnels, matériels et financiers. Quant au tout nouveau président de la Maison de la Presse, il a mis en exergue le coût exorbitant du papier et de l'impression et a plaidé pour une augmentation substantielle de l'aide à la presse. Monsieur le Président, en ces temps de crise, nous pensons en toute humilité que la presse peut et doit amplifier vos efforts méritoires. Malheureusement, nous n'avons pas le sentiment que ces potentialités sont mises à profit dans ce dessin. La preuve, vous n'avez pas encore accordé une interview ni à un journal, ni à une radio privée. D'ailleurs, autant que je sache, aucun de vos professeurs n'a franchi les Rubicons. Vous comprenez aisément que nous soyons frustrés par un traitement que nous voyons comme un manque de considération. Nous ne perdons pas espoir. Mea suprema culpa. Mea suprema culpa. Nous ne perdons pas espoir. Mieux, nous connaissons le secret espoir que vous serez le premier à franchir le Rubicon. Ainsi, Monsieur le Président de la République, vous témoignerez de la plus belle manière votre soutien à la presse nationale en général et à la presse privée en particulier. Le président de la République a pour sa part demandé aux journalistes de bouter les médiocres hors de leurs rangs. La plume comme arme de destruction massive doit être évitée à tout prix pour ne laisser place qu'à une presse responsable, bien formée. L'écriture est un métier qui s'apprend. La recherche journalistique requiert beaucoup de savoir-faire, d'intelligence de situation, de sens du devoir social
Parce que la plume porte. La plume porte, la plume va loin. La plume, les coups de plume sont quelquefois plus redoutables que les coups de la grosse Bertha. Il vous appartient de faire en sorte que ceux qui ne sont pas de mérite avéré quittent la maison. Ils n'y ont rien à faire. Le reproche qui a été fait par votre confrère est assumé. Il s'est corrigé déjà là. Il s'est corrigé. Et il a eu la malice également de m'interpeller sur une promesse, une déclaration forte qui ne tomberait pas à l'eau, elle sera suivie des faits. On ne peut vouloir une chose et son contraire. Une presse misérable, une presse qui rase les murs est un danger. Oui, c'est un danger pour la démocratie. C'est donc ébolatiquement que les uns et les autres se sont salués avant de se quitter. Après donc cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux des forces armées et de sécurité au président de la République. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec indignation l'attaque à l'arme lourde du camp de la ville de Tessalit que partage la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, la force Barkhane et les forces armées maliennes FAMA le lundi 29 décembre 2014 aux environs de 10 heures. L'attaque n'a causé heureusement aucune victime. Ces actes n'ont pour autre objectif que de créer et de maintenir un climat de terreur et de troubles propices au développement d'activités terroristes et de narcotrafic dans cette partie du Mali, en particulier dans le Sahel en général. Le gouvernement de la République du Mali déplore le fait que le même jour, dans la commune de Bamba, située à 245 km au nord-ouest de Gao, des tirs nourris ont opposé le groupe d'autodéfense Touareg Imga et allié Gatia au mouvement arabe de l'Azawad MAA, causant la mort de 6 personnes. Le gouvernement condamne avec la dernière énergie cette recrudescence de la violence dans le nord de notre pays au moment où les parties prenantes au processus d'Alger sont en passe de conclure un accord de paix global et définitif. Le gouvernement du Mali réitère sa profonde reconnaissance à la communauté internationale, singulièrement à la MINUSMA et à la force Barkhane pour le soutien dans la sécurisation et la stabilisation de notre pays et renouvelle son ferme engagement à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces actes criminels et les traduire en justice. Le gouvernement de la République du Mali salue l'engagement et la détermination de la MINUSMA et de la force Barkhane à poursuivre leur appui au Mali malgré ces attaques terroristes. Et puis, le conseil de cabinet s'est réuni sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. Il a donc adopté le programme de travail gouvernemental au titre du premier semestre 2015. En exécution des instructions, 285 dossiers ont été inscrits au programme. La préparation des dossiers programmés pendant la période donne une moyenne de 11 dossiers par session du Conseil des ministres pour les 24 semaines que compte le semestre. Voilà le conseil de cabinet qui s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. En exécution des instructions, donc 285 dossiers ont été inscrits au programme. Voilà le conseil de cabinet autour du Premier ministre hier avec 285 dossiers inscrits au programme. Travailler à renforcer la confiance entre les parties en négociation et contribuer à rendre plus serein l'environnement national des pourparlers d'Alger. Voici quelques éléments de l'appel que le haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien a lancé hier à l'endroit des partis politiques. Modibo Keïta, qui exhorte également les formations politiques du pays à faire confiance à l'équipe internationale de médiation. Je vous propose d'écouter donc des propos recueillis par Yaya Konaté. Le premier appel, il m'a été donné de constater à Alger qu'un mot était répété, je crois, 97 fois. C'était le mot confiance. Confiance.
Les groupes armés disent n'ont pas confiance au gouvernement du Mali. Donc il y a un véritable problème de confiance. Et les partis politiques qui sont les concentrés des forces vives de notre pays, je leur demande de travailler pour renforcer la confiance entre les partis en négociation. Le deuxième élément de mon appel, j'ai souvent évoqué le concert de musique classique. Quand vous êtes en dehors de la salle, vous avez l'impression que c'est un seul musicien. Mais là-dedans, il y a des centaines de musiciens. Et c'est un accord parfait. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui que la classe politique dans son ensemble contribue à rendre plus sereine l'environnement national de ces pourparlers. Vous vous battez pour l'avenir du pays. Mais ça aussi, c'est l'avenir du pays. Toute division à ce niveau-là fragilise, et le gouvernement fragilise la paix. Et à mon avis, fragilise la communauté internationale qui est mobilisée autour du Mali. Je vous demanderai également, au moment où vous allez lire ces documents, vos observations et critiques seront les bienvenues. Mais comprenez qu'il s'agit d'une négociation. Les partis en négociation, si elles veulent avoir tout, il n'y a plus de négociation. Je voudrais également vous demander de faire confiance à l'équipe internationale de médiation. Dans la salle, je les entends parler. Leur tâche n'est pas facile. L'une des parties dit non, la médiation a déjà pris parti, on ne nous écoute pas, on veut nous imposer le point de vue du gouvernement. Mais ce n'est pas facile. Alors moi, je vous demande d'encourager l'équipe internationale de médiation. C'est le dernier appel que je vais vous lancer. C'est que nous avons dans notre pays des cadres de grande valeur. Et c'est ça d'ailleurs la richesse de notre pays, d'avoir des jeunes de grandes compétences. Mais qui souvent doivent oublier des leçons du marxisme-léninisme pour traiter la communauté internationale eu égard au rôle qu'elle a joué dans notre pays. J'ai entendu les gens dire non, la communauté internationale est complice, elle ne sert à rien, il faut faire ceci. Mais sans elle, la mise en œuvre de cet accord-là sera difficile. À retrouver donc les détails de cet entretien après ce journal. Le centre religieux Marie Immaculée a organisé hier une cérémonie de remise de cadeaux de Noël aux enfants des orphelins et ceux des populations déplacées du Nord résidant à Bamako. Cette cérémonie, initiée par le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Réconciliation du Nord, était placée sous la présidence de l'épouse du chef de l'État, Aïssata Saliou Maïga, compte rendu. Faire en sorte que les enfants en situation difficile soient heureux, c'est tout le sens de cette cérémonie de remise des cadeaux de Noël. Ce sont au total 200 enfants des orphelinats et ceux des populations déplacées du Nord résidant à Bamako qui en sont les bénéficiaires. Ensemble, nous sommes heureux, c'est le thème de cet événement qui est placé sous la présidence de l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga. Les organisateurs comptent pérenniser cette action humanitaire. Nous nous engageons et nous souhaitons qu'autour de nous, beaucoup s'engagent en sorte que le petit arbuste de Noël que nous avons fait devienne progressivement un arbre de Noël pour tous les enfants et avec eux pour tous ceux que la nature ou la vie a marginalisé à un moment donné. C'est sous la couleur de Noël que les enfants ont tour à tour reçu leurs cadeaux des mains des initiateurs, de certains membres du gouvernement, des partenaires, mais surtout des mains de l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga. Ce serait bien de pérenniser de telles cérémonies, que ce soit à Bamako et surtout dans tout le Mali. Donc moi je suis très contente. Je pense que les enfants aussi sont contents. C'est vrai que c'est ceux qui ne sont pas toujours là, mais comme je le dis au Mali, il y en a qui sont orphelins, mais il y a beaucoup, même avec les parents, sont un peu orphelins parce qu'ils vivent dans des conditions très difficiles. Durant ces fêtes de fin d'année, beaucoup d'entre vous vont vouloir jouer avec des projectiles sans se préoccuper des conséquences
que cela peut engendrer. C'est pourquoi il y a des mesures pour limiter l'utilisation de ces projectiles, sinon les empêcher. Au cours de la cérémonie de remise des cadeaux de Noël, l'assistance a eu droit à des prestations d'artistes, de la mascotte et des magiciens. On est déjà dans la fête. Les autorités maliennes ont interdit l'importation et l'utilisation des pétards ou autres feux d'artifice à la veille des fêtes de fin d'année. Pour veiller au respect strict de cette disposition, des mesures ont été prises tant au niveau des forces de sécurité que des douanes maliennes. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Mohamed Oudmamouni, voici son reportage. Les pétards de tous les calibres et de toutes les couleurs sont visibles dans certains marchés de Bamako. Pourtant, leur utilisation est interdite par les autorités vu les dangers qu'ils présentent pour la population. Les pétards, c'est un danger. Et pour la population, et surtout pour les enfants. Et je le dis, je le répète, c'est formellement interdit. Et la PIVRA, j'ai donné les instructions dans ce sens. Conformément aux instructions que le chef m'a données, j'ai repris les mêmes instructions, j'ai repris les mêmes instructions à M. Bobéné. Nous serons tous dans la rue. Et sera 3-0. Comme chaque année en cette période, l'un des points de vente de feux d'artifice les plus prisés, c'est bien cette rue appelée Malimag. À notre premier passage, les pétards étaient invisibles. Mais en se faisant passer pour les clients, ce vendeur nous montre son stock caché. Une question, comment a-t-il pu se procurer cette marchandise? À la direction régionale des douanes de Koulikoro, on dit avoir pris toutes les mesures pour empêcher leur importation. Depuis que la mesure a été prise, nous n'avons pas connu d'importation de feux d'artifice ou de pétards. Les statistiques qu'on peut vous ouvrir sont là, on n'a enregistré aucune déclaration. Mais on a dit qu'il y a des gens qui sont sûrs, d'autres peuvent ne l'ont pas. Donc il faut parer à toutes les éventualités possibles. Donc, nous avons pris un dispositif de surveillance qui consiste à fouiller systématiquement l'ensemble des camions qui arrivent à ces veilles de fête d'une part, et d'autre part intensifier les actions de lutte contre la fraude, la contrebande. Les contrevenants à la loi se verront saisir leurs marchandises. Les visiteurs que nous avons rencontrés au grand marché du centre-ville disent respecter les conseils donnés par les autorités. Ils sont venus faire des achats. Non, les pétards ne font pas partie. Ils nous ont dit que les pétards sont interdits. Sinon, vous avez l'habitude d'acheter les pétards? Oui, j'ai l'habitude d'acheter les pétards pour mes petits frères et sœurs. Le pétard, ça provoque. Et j'aime pas du tout ça. Comme ils ont dit, si tu as un pétard, tu as 3 mois de prison ferme. Donc les gens ont préféré rester tranquilles. On le sait, c'est surtout les nuits de Saint-Sylvestre que ces feux d'artifice sont utilisés. À quelques jours de cette échéance, l'espoir est permis pour que le mot d'ordre soit exécuté. Non au pétard, mais oui au poulet. Pour la Saint-Sylvestre, la volaille est bien sollicitée. Les marchés sont bien fournis dans la capitale. Les prix varient entre 1750 et 3500 francs CFA. Notre équipe de reportage conduite par Moussa Fané a sillonné certains points de vente ici à Bamako. Suivez. La fête de fin d'année est célébrée différemment par les uns et les autres. Les marchés sont pris d'assaut par les vendeurs et les acheteurs de poulets. Nous avons beaucoup de problèmes avec les aviculteurs de brousse. Souvent, ils nous cèdent certains poulets à 2500 ou 2250 francs. Cela est quand même moins cher par rapport à l'année précédente. Cette année, la volaille est moins chère. À mon avis, les gens n'ont pas assez d'argent. Cependant, les difficultés ne manquent pas. Nous sommes confrontés à certains problèmes comme le point de vente et des tracasseries policières ici à Bamako. Pour certains promoteurs de fermes avicoles, le marché est bien fourni, ce qui explique cette baisse des prix. Les poulets de chair sont vendus entre 1850 et 2000 francs CFA le kilogramme. Il y a eu peut-être assez de production de poulets, parce que pendant les fêtes, il y a beaucoup de gens qui se préparent, et il y a beaucoup de mise en place. Et donc ça peut créer une surproduction. Les kilos varient de 1850 jusqu'à 2000. Ça, c'est le prix grossiste. La fête du 31, c'est vraiment une fête de la volaille, si on peut le dire.
Donc pour cela, les agriculteurs maliens se préparent. Par rapport à l'année dernière, il y avait à peu près en poulet de chair 2 millions de volailles de mise en place. Cette année, il y a plus de 3 millions de mise en place. Et en poule pondeuse, l'année dernière, il y avait à peu près 3 millions et cette année il y a plus de 5 millions. Donc les prix vont forcément baisser. Certains clients trouvent que les prix sont abordables. J'ai acheté 10 poulets. Les prix varient entre 2500 et 3500 francs. Je demande aux revendeurs de revoir les prix car les temps sont durs. Les prix sont un peu abordables. Ok, ça dépend de la bourse du Malien, donc chacun il trouve son compte ici, quoi. À cette fête de fin d'année, certains se frottent les mains aux côtés des vendeurs de volailles. Nous sommes chargés de déplumer les poulets. Avec ça, nous gagnons notre vie. Dans tous les cas, les marchés sont bien fournis en volailles et les poulets vont garnir comme à l'accoutumée les tables à manger lors des fêtes de fin d'année. Ça donne déjà de l'eau à la bouche. Le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille vient de mettre à la disposition des associations de femmes rurales de matériel agricole. Cette initiative vise à accompagner ces récipiendaires dans leurs activités. Compte rendu, Mariam Sagara. Du matériel agricole pour des femmes qui ne cherchent qu'à augmenter leurs revenus au quotidien. Elles se disent satisfaites du geste de Madame le ministre de la Femme, Sangaré Oumouba. Je suis émue pour l'octroi de ces matériels aux femmes rurales. Car ces matériels vont permettre aux femmes de faire des activités génératrices de revenus. Ça va permettre aussi aux femmes d'aider leurs maris. Grâce à ces matériels, les femmes auront de quoi à faire à la maison, pour les travaux champêtres aussi. Vous comprendrez donc tout le sens de cette activité qui entre dans le cadre de la matérialisation de l'axe numéro 3 de la politique nationale genre du Mali, à savoir la reconnaissance de la contribution des femmes au développement économique par leur insertion au circuit productif et l'accès égal aux opportunités d'emploi et aux facteurs de production. C'est pourquoi, pour faire valoir leur place dans la relance économique de notre pays, il est impératif de les appuyer économiquement en soutenant leurs activités de production. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale que le ministre en charge a décidé d'appuyer celles qui sont à la base du développement économique de notre pays. La commission de préparation des équipes nationales aux différentes phases finales des compétitions en 2015 continue ses consultations avec différents partenaires. Les familles fondatrices de Bamako, l'archevêque de Bamako, le shérif de Nioro et les jeunes du Conseil national ont reçu la visite de la commission ad hoc. C'est ce que nous dit Abdul Karim Kaba. Impliquer tous les Maliens dans l'accompagnement des différentes catégories de sélection en 2015, voilà le sens de la démarche de la commission ad hoc. Après certains leaders religieux musulmans, la commission a rendu visite au Conseil national de la jeunesse à son siège. Les jeunes n'ont pas manqué d'appeler leurs camarades qui ont eu la chance de défendre les couleurs du pays à se donner à fond pour relever les défis. Nous lançons un vibrant appel à nos camarades jeunes joueurs pour qu'ils fassent en sorte que la CAN 2015 puisse être vraiment notre coupe, la coupe du Mali. À son domicile, l'archevêque de Bamako, Jean Gerbeau, et ses frères chrétiens ont salué la démarche avant de faire des bénédictions pour la réussite des sélections nationales dans les différentes compétitions. Donner à la face du monde une jeunesse qui se bat honnêtement parce qu'elle sait que son avenir est dans ces combats. Alors, bon vent à nos joueurs. Alaka Tama Djaoula, Alakou Lakana, Alakou Segama, Angel Segaimi, Alakou Dama, Alaka Jamana Kumawoloko. À l'hippodrome, c'est Moulay Omar, l'un des fils du shérif de Nioro, qui a accueilli les visiteurs du jour. À Nyarela, toutes les familles fondatrices de Bamako se sont donné rendez-vous pour recevoir la commission de préparation et de participation des équipes nationales aux différentes phases finales en 2015. Les Nyari, Touré et Dravé ont prodigué des conseils. Que ces jeunes footballeurs sachent, que ces jeunes basketteurs sachent que l'ensemble des Maliens sont avec eux. Nos cœurs vibrent avec leurs cœurs et que nous fassions en sorte que à chaque minute, à chaque seconde qu'ils passent sur le terrain,
qu'ils sachent que nous sommes là avec eux. L'esprit de patriotisme et le désir de mieux faire ont été évoqués partout à l'adresse des jeunes footballeurs et basketteurs. Autre grand titre de cette édition, comme vous le savez déjà, depuis le 16 décembre 2014, il n'existe plus aucun cas de maladie à virus Ebola au Mali. Depuis la découverte du premier cas à Caille, 6 autres cas avaient été confirmés. Bilan 5 morts et 2 guérisons. Les Maliens retiennent leur souffle. L'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest cette année a causé la mort de plus de 7000 personnes, principalement en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone. Retour sur cette crise sanitaire majeure de l'année avec Thiessira Emmanuel Dambélé. C'est un dossier santé de la rédaction. Nuit du 21 octobre 2014, une équipe de garde de l'hôpital régional de Caille identifie un cas suspect de maladie à virus Ebola. Une fillette de 2 ans acheminée de Guinée. Après analyse, ce sera le premier cas confirmé au Mali de cette maladie qui a déjà provoqué en Afrique plus de 24 épidémies entre 1976 et 2004. Donc aussitôt, nous avons informé les autorités régionales et les autorités nationales par rapport au cas. Et tous les malades, tous les accompagnants et le personnel de santé qui étaient en contact du malade ont été isolés. Notre pays ainsi se retrouve sur la liste des pays ayant enregistré un cas de maladie à virus Ebola après la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le dispositif de réponse en place s'est mis en branle, mais la fillette ne survivra pas. La fillette ne sera pas source de contamination, mais à peine ce foyer éteint qu'une autre source est découverte à Bamako. Les Maliens n'en reviennent pas. Un autre cas importé lié cette fois-ci à l'activité d'une clinique de la place, malgré toute la sensibilisation. Cette fois-ci, l'alerte est donnée quand le 10 novembre 2014, l'accompagnateur bamakois et un infirmier de la clinique en question qui avait accueilli et traité le patient guinéen décèdent à leur tour. Ils se sont ajoutés aux médecins qui officier dans cette clinique et qui est décédé Ebola en milieu sanitaire. Face à cette situation dans la sous-région, certains pays fermeront leurs frontières avec les pays les plus touchés. Le Mali, qui partage une frontière avec la Guinée, décide de ne pas fermer sa frontière, un pays avec lequel il y a des liens plus qu'étroits. Le président de la République est lui-même allé annoncer la nouvelle. Il ne s'écarte pas de la recommandation de l'OMS. Surtout, vous avez la frontière ici, que personne ne passe, qui n'aurait été contrôlé. Nous ne fermerons jamais la frontière avec la Guinée, c'est nous-mêmes. Mais nous allons contrôler. En faisant cela, nous allons aider le peuple guinéen lui-même et nous aider nous aussi. Signe d'une implication personnelle face à ce qu'il a qualifié d'attaque contre la sûreté nationale. Si on veut arrêter la chaîne de transmission, il faut que nous soyons très rigoureux. Très rigoureux. Aucun laxisme, aucune complaisance. Aucune complaisance. Chaque cas traité correctement et de manière approfondie. Comme s'il y avait affaire à un malade avéré. La mobilisation pour faire face à la maladie aura étonné plus d'un. Formation tous azimuts des acteurs, sensibilisation et surtout un suivi strict par les citoyens des consignes d'hygiène, le tout accompagné par la solidarité internationale. Certains partenaires ont fait des appuis en financement. Il y en a qui ont fait des appuis en concours technique, c'est-à-dire en nous envoyant des spécialistes. Il y en a qui ont envoyé des équipements. L'Église catholique qui se réunit tous les ans à Kita pour son pèlerinage annuel reporte l'événement prévu en novembre. Avec les attroupements, le contrôle est plus difficile. On est en fin d'année et que la fin d'année qui est traditionnellement une fête, je veux parler de la fête de Noël et de la fête de Nouvel An, coïncide avec les fêtes de Mawlud, donc des fêtes de grands rassemblements. Les services de santé sont en alerte maximum pour essayer d'encadrer les rassemblements de Mawlud et les rassemblements de 31. Mais je pense que c'est la population qui doit faire le maximum pour respecter les consignes. D'abord les consignes d'hygiène et les consignes aussi d'alerte. Et chaque fois qu'un cas mérite d'être signalé, que la personne qui est au courant de ce cas ne se prive pas d'alerter nos services. Donc, bien sûr, nous n'avons pas de cas connus actuellement sur notre territoire, mais il faut être vigilant
et porter la vigilance au maximum en cette période de grande affluence. La maladie à virus Ebola a fait son apparition en Guinée forestière en décembre 2013. Elle s'est ensuite propagée au Libéria, puis à la Sierra Leone. Même des pays comme l'Espagne et les États-Unis n'ont pas été épargnés, rappelant à tous qu'avec la globalisation, les maladies infectieuses ne peuvent pas être l'affaire d'un seul pays. Selon un bilan de l'OMS datant du 26 décembre 2014, la maladie à virus Ebola a fait près de 7700 morts en Afrique de l'Ouest sur près de 19 700 cas recensés. Le pays le plus touché est le Libéria, juste avant la Guinée et la Sierra Leone. Le taux de létalité lors de cette épidémie est de 70%. Oui, à la date du mardi 30 décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. Depuis le 16 décembre 2014, il n'existe plus aucun cas de maladie à virus Ebola au Mali. En effet, sur 7 cas confirmés, 5 ont entraîné des décès et 2 ont été guéris. Cela dit, la maladie à virus Ebola reste une menace pour le Mali tant qu'elle n'aura pas été vaincue dans les pays de la sous-région où elle a été déclarée. C'est pourquoi le gouvernement appelle l'ensemble des populations et surtout sur tout le territoire à maintenir la vigilance en observant les règles de prévention. Les festivités de fin d'année ne doivent aucunement faire oublier les menaces d'hygiène et les mesures d'hygiène et de précautions nécessaires à la prévention de la maladie. Il est toujours conseillé de se laver les mains au savon avec de l'eau propre et d'éviter les accolades et de se serrer les mains autant que faire se peut. Le gouvernement invite la population à continuer d'utiliser les numéros verts pour déclarer tout cas suspect ou demander des informations. Il s'agit des numéros suivants: 80 00 89 89, 80 00 88 88 et le 80 00 77 77. 41e session du conseil d'administration de la Banque malienne de solidarité BMS. Pour l'année 2015, l'institution financière s'est fixée entre autres objectifs la poursuite de l'extension de son réseau avec la création de 4 nouvelles agences et 4 guichets de paiement. Pour cette année, elle compte aussi augmenter de 12% le crédit direct à la clientèle. Nyanya Aliou Traoré, reportage. La Banque malienne de solidarité, BMS-SA, se caractérise par 3 valeurs fondamentales. La solidarité, le partenariat et les hommes, c'est-à-dire les rapports existants entre la banque et sa clientèle. Cette 41e session de son conseil d'administration se fixe comme objectif de renforcer cette relation de confiance établie depuis la création de la banque il y a 13 ans. Pour cela, l'institution financière compte fructifier les acquis courant 2015. Au titre des investissements, il est prévu un montant de 4 milliards 300 millions contre 5 milliards 200 millions en 2014. Au titre de l'exploitation, la poursuite de la politique de création de nouvelles agences, la signature très prochaine des conventions d'accords de refinancement entre la Banque malienne de solidarité et la BOAD à travers sa ligne KFW d'une part, et entre la BMS et Afreximbank, le déménagement dans le nouveau siège de la banque prévu en 2015 aussi, pour assurer les meilleures conditions de travail au personnel. Les ressources de la banque sont estimées à 208 milliards en 2014 et devraient atteindre 243 milliards de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 16%. Quant au crédit estimé en 2014 à 132 milliards de francs CFA, il devrait se chiffrer pour 2015 à 148 milliards de francs CFA, soit une hausse de 12%. Les PME, de manière générale, constituent un moteur de développement de tout un pays. Donc à ce niveau, le service aux PME va continuer. Bien sûr aussi le service aux particuliers et aussi aux grandes entreprises. Notons qu'aujourd'hui, la BMS, avec plus de 25 agences, est présente au niveau de toutes les capitales régionales du Mali et du district de Bamako. En plus de sa représentation de Côte d'Ivoire, la BMS va ouvrir très prochainement un bureau à Paris pour mieux répondre aux besoins de la diaspora malienne de France.
On est en fin d'année marquée par la tenue de conseils et puis le Centre international de conférence de Bamako a tenu hier la 14e session ordinaire de son conseil. Au cours de cette activité, le budget pour l'exercice 2015 a été dévoilé et s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Nous retrouvons le compte-rendu de Modibo Soirée. Des travaux pour 2015, du bilan pour l'exécution de l'exercice écoulé. Deux tâches que les administrateurs se sont assignés pour la 14e session du conseil d'administration du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Au pain fin, les rapports d'activité, le point d'exécution des recommandations. J'ai pu affirmer que le bilan est positif malgré les difficultés inhérentes au collectif budgétaire. Des réflexions sur certaines grandes préoccupations de l'établissement ont été évoquées. La direction ambitionne pour l'exercice 2015 d'importants travaux de réflexion de la structure pour améliorer davantage la qualité des prestations, dont l'événement phare sera le sommet Afrique-France que le Mali doit accueillir en 2016. 10 ans après, la précédente rénovation et eu égard aux événements d'envergure internationale, le gouvernement a décidé de la rénovation des bâtiments de première génération qui sera sans doute couplée à une extension des bâtiments de deuxième génération. Madame Aïdara Aminatassi, secrétaire générale du ministère de la Culture, représentant le chef du département, Diaye Ramatoulaye Diallo, a surtout insisté sur la rigueur dans le travail avant de communiquer le budget 2015. La dotation budgétaire initiale d'1 milliard 279 millions 147 000 francs CFA a été ramené suite au collectif budgétaire à 1 milliard 174 millions 794 340 francs CFA. Ex-palais des congrès de Bamako, cet établissement public a pris la dénomination du Centre international de conférence de Bamako en janvier 2006. La structure se veut un cadre adéquat pour l'organisation de rencontres, d'échanges et de manifestations à caractère scientifique, professionnel ou socio-culturel. 11e et 12e session du conseil d'administration de la Caisse malienne de sécurité sociale. Au cours de cette rencontre, les administrateurs ont parlé de ce qui concerne la 12e session. Les administrateurs donc ont fait l'examen du budget rectifié de l'année écoulée et celui du projet de budget du plan d'action 2015, entre autres le point de cette session avec Khadija Toukone. La 11e session avait à son ordre du jour ces 5 points. L'adoption du procès-verbal de la 10e session ordinaire du Conseil d'administration, le point d'exécution des recommandations de la 10e session ordinaire du Conseil d'administration, l'examen du rapport d'activité 2013 de la Caisse malienne de sécurité sociale, l'examen du rapport d'exécution du budget et du compte de gestion 2013, un point de divers est prévu. Au cours de l'année 2013, la Caisse a pu assurer ses missions, notamment le paiement régulier des pensions grâce aux efforts de recouvrement des cotisations. Quant à la 2e session, les administrateurs ont examiné le budget rectifié de l'année 2014, le projet de budget et du plan d'action 2015. Le projet de budget 2015 de la Caisse malienne de sécurité sociale s'élève en dépenses et en recettes à plus de 75 milliards 600 millions de francs CFA, avec une augmentation de 18,49% par rapport à l'année 2014. À l'instar de 2013, la Caisse a pu assurer l'essentiel de ses missions, à savoir le paiement régulier des pensions grâce aux efforts de recouvrement des cotisations malgré quelques difficultés de mobilisation de la subvention de l'État. Suite à la montée en charge des prestations de l'AMO, le budget 2014 de la Caisse a connu une rectification par la mise à disposition d'une dotation technique supplémentaire destinée à couvrir les dépenses de remboursement des feuilles de soins aux prestataires. La CMS est un établissement public à caractère administratif créé en juillet 2010 et elle participe à l'exécution de la politique de sécurité sociale du gouvernement du Mali.
La journée de la banane a été célébrée hier à Sélengué, occasion pour les producteurs d'échanger sur les problèmes qui se posent à la filière. Il faut signaler que ce produit apporte chaque année à l'économie nationale 18 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux à Sélengué, Boubacar Sissoko et Mamadou Sidibé. La journée de la banane a été l'occasion pour les producteurs de discuter des difficultés qui se posent à la filière. Malgré son poids dans l'économie, soit 18 milliards de francs CFA par an, la banane est confrontée à plusieurs problèmes. Les producteurs en ont dénombré. Le manque d'organisation en leur sein, le faible prix à la vente et la non-subvention des intrants. Il y a un aspect du fait que la banane, les engrais qui sont utilisés pour la banane ne sont pas subventionnés. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'État doit tout faire pour subventionner les intrants qui sont utilisés dans la banane. Cette journée montre donc à suffisance l'importance pour les acteurs de la filière de se mettre ensemble pour l'atteinte des objectifs. Pour les producteurs sachent qu'il y a des nouvelles technologies en produisant la banane, en plantant, même en arrosant. Donc il faut que l'encadrement soit à côté des producteurs de bananes et un volet qui est la transformation. La transformation, il faut que le gouvernement mette l'accent sur la transformation et la commercialisation des produits. Autre difficulté soulignée par les producteurs, c'est la baisse de rendement due à une maladie non identifiée qui agit sur les plantes. Aller à la certification de la filière pour qu'au bout du rouleau, on arrive à avoir une interprofession banane qui prendra en charge l'ensemble des problèmes, l'ensemble des difficultés pour que, en tout cas, les solutions idoines puissent être trouvées et que la filière se développe. La banane contribue significativement à l'économie nationale et à la création d'emplois. Les producteurs entendent relever un défi, c'est-à-dire un Malien, une banane chaque jour. Selon eux, cela passe par le soutien du gouvernement et des partenaires. Le forum de développement du cercle de Koulikoro vient de se tenir. Au cours de cette rencontre, plusieurs annonces ont été faites. Par exemple, en 2015, la localité de Nara aura de l'électricité en permanence. À cela, il faut ajouter le prolongement des projets d'encadrement de l'élevage. Envoyés spéciaux, c'est le Sissoko Moïse Traoré. Le Forum pour le développement du secteur de Nara se prononce en faveur du prolongement des projets d'encadrement de l'élevage à travers ce tiers de la région de Koulikoro. Le cheptel est constitué de plus de 864 000 chevaux, dromadaires, chèvres et volailles. 562 000 têtes, soit plus de la moitié de cette ressource, est constituée de moutons et de bœufs. Le désenclavement intérieur favorisant les relations culturelles et économiques, les populations des 11 communes rurales préconisent justement le bitumage de la route nationale 4 menant de Didjeni en Mauritanie en passant par Nara. Le taux moyen de scolarisation est de 59% en Nara contre 98% dans le centre de Koulikoro. Le taux de desserte en eau est de 80% en Nara contre 87% dans la région de Koulikoro. Le taux de couverture en électricité EDM à la date d'aujourd'hui est de 0% en Nara contre 13% dans le secteur de Koulikoro. Il y a 0 km de route bitumée dans le secteur de Nara. En attendant l'implantation d'unités de transformation de lait ou de la gomme arabique, en avril 2015, une centrale hybride de EDM viendra renforcer la fourniture d'électricité par Lamadère. Certaines des initiatives que je suis en train de mettre en route, avec l'accompagnement de pays amis et frères, de pays partenaires, connaîtront bientôt une traduction concrète sur le terrain. En particulier dans le Sahel et donc aussi forcément en Arabe. La récurrence des vols de bétail et des attaques à main armée figure au nombre des contraintes. Le défi des infrastructures est déjà pris en compte par l'ADECNA avec la poursuite de la série de réhabilitation. À l'OET, l'association a fait construire 3 salles de classe. La commune de Bankoumana vient de tenir la 4e édition de son festival multiculturel. L'événement a regroupé des artistes de l'intérieur comme de l'extérieur. Le thème retenu est paix et réconciliation nationale. Adama Koulibaly et Gaussou Touré sont nos envoyés spéciaux. La culture est un facteur de resserrement de liens sociaux.
Les communautés de Bankmana l'ont confirmé en initiant un festival multiculturel. Festival multiculturel parce qu'il regroupe des artistes de différentes ethnies et venant de divers horizons. L'art étant qualifié comme sans frontières, il peut rééclairer nos relations et permettre des échanges sur nos modes de vie dans un grand pays comme le nôtre où se dispersent des femmes et des hommes de cultures différentes. Une réflexion des organisateurs. Aussi, selon les initiateurs, ce festival est un moyen permettant de redéblayer la voie aux futures générations pour qu'elles n'oublient pas le bon vivre ensemble chez nous dans nos différences. Je remercie particulièrement M. Ousmane Aguirissa au nom de notre collectivité, au nom des autorités villageoises et coutumières et à mon nom propre. Je vous remercie pour avoir été la première personnalité du gouvernement à avoir illuminé ce festival quand il était encore dans l'ombre. Je vous offre un panier d'arachides qui est le symbole des Malinké et du pays mandingue. Je vous offre aussi un coq et un poulet qui est le symbole des relations durables. Cette rencontre culturelle de Bankmana, au-delà de son aspect festif, a rappelé le maire, est un cadre de développement local avec la remise de matériel de source de revenus aux communautés. Les femmes du village de Gansolo, à cette 4e édition, ont reçu un moulet et ses accessoires. Et les élèves de l'école A de Bankmana, des kits scolaires. Des dons de la fondation Orange Mali, partenaire du festival. L'événement dissipe la nostalgie des biennales artistiques et culturelles. Analyse des responsables en charge de la promotion de nos valeurs culturelles. Un festival, c'est aussi une dimension, en plus de la culture, une dimension sociale, une dimension politique, une dimension économique. Je crois que ces fonctions, en plus de la culture, doivent s'exercer d'année en année, doivent être renforcées. Dans toutes les prestations, chants et danse, sketch, humour ou savoir-faire, les artistes demandent la réconciliation entre nous dans la paix et le pardon. L'économie du développement, trajectoire, analyse et stratégie de développement, c'est le titre de l'ouvrage qui représente un instrument d'analyse et de gestion du développement économique au sens large du terme. Les deux grandes innovations ont été d'une part l'utilisation de la micro-analyse en prenant compte de manière formelle le rôle de la contrainte sociale sur le comportement des acteurs privés du développement, ceux du marché et ceux de la société civile, et d'autre part la définition d'une procédure permettant d'effectuer un choix réaliste. L'auteur du livre est le professeur Modibo Traoré. Le livre sera présenté le samedi 3 janvier 2015 à 10h à la Bibliothèque nationale. Sport volleyball, le championnat national a été remporté par l'USFAS en dames et messieurs. Les deux formations ont battu l'équipe des 1008 logements en dames 3-7 à 1 et l'AS Commune 5 en hommes 3-7 à 0. Cette édition du championnat était placée sous les signes du 51 de la Fédération malienne de volleyball. Abdul Karim Kaba, compte rendu. L'USFAS en dames et hommes s'adjuge les trophées de la 23e édition du championnat national de volleyball. L'équipe des militaires a dominé cette édition du championnat qui est placée sous le signe du cinquantenaire de la Fédération malienne de la discipline. Chez les dames, à part le premier set gagné par 1008 logements par 26-24, les militaires dames ici en bleu, galvanisés par la présence de l'officier chargé au sport, se ressaisissent et remportent les 3 derniers sets. Résultat final, 3-7 à 1. En homme, cette année, l'AS Commune 5 n'a pas causé beaucoup de difficultés à l'USFAS. Les hommes du coach Mohamed Chabi s'imposent d'emblée par 3-7 à 0. Constat, le niveau du championnat national 2014 est jugé bon suite à la participation de 18 équipes dont 7 des régions. Nous sommes très satisfaits des résultats de ce championnat. Comparé au championnat passé, nous avons constaté que le niveau de cette année a été très satisfaisant. Et des clubs de Bamako, aussi bien que des clubs des équipes régionales. Ce qui fait que ça nous donne encore grand espoir de nous dire que dans les années à venir, nous pouvons être vraiment pilotes au niveau de notre sous-région et pourquoi pas au niveau continental. Je suis venu soutenir la Fédération malienne de volleyball dans ses actions, dans ses efforts inlassables depuis 50 ans, parce que cette fédération dure depuis 50 ans, et pour la promotion et le développement de la pratique du volleyball dans notre pays. Toutes les équipes ont eu des ballons.
Un prix spécial d'encouragement a été donné aux équipes hommes de Sikasso et dames de Ségou. Ces formations sont arrivées en demi-finale. Plusieurs autres distinctions ont été données. Miss Face dames et hommes enlèvent les trophées. Page noire de cette édition, l'ambassadeur à la retraite Amadou Barema Bokoum n'est plus. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Nyarela. Il a été accompagné à sa dernière demeure par des parents, amis et anciens collaborateurs. Reportage à Gali Agagissa. C'est un chevronné de l'administration et de la diplomatie malienne qui s'en est allé. Décédé dimanche dernier, le corps de Amadou Barema Bokoum a été porté cet après-midi à sa dernière demeure. Amadou Barema Bokoum a servi respectivement au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture de 1962 à 1978. Détenteur d'un PhD en sciences politiques, le conseiller aux affaires étrangères hors classe est affecté au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en 1978. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Ambassadeur du Mali en Libye, en Arabie Saoudite, premier conseiller à l'ambassade du Mali en République populaire de Chine, entre autres. Militant du parti IMRDA Fassoudiki, le septuagénaire affectueusement appelé Sambourou par ses amis laisse derrière lui des compagnons inconsolables. Ils ont dit Amadou Bokoum, je n'ai connu que Sambourou, le conciliant, le réconfortant, le diplomate. À 71 ans, tu nous as dit au revoir. Sambourou, le rassembleur, mais aussi l'homme de conviction, celui qui pouvait être à contre-courant à cause de ses idéaux. Sambourou, celui qui n'hésitait pas à afficher sa contradiction, avec douceur et conviction. Tous ces succès personnels faits pour le service de l'État ne sont pas le fruit du hasard. L'ambassadeur Amadou Barema Bokoum avait des qualités exceptionnelles. Il avait les dons de relations humaines facile et agréable. Il s'est passionné pour tout ce qu'il entreprenait et aimait réussir tout ce qu'il entreprenait. Le Mali, la grandeur de l'État, sa réputation, ses droits régaliens étaient pour lui au-dessus de tout. Des hommages de son rang lui ont été rendus. Officier de l'Ordre national du Mali, Amadou Barema Bokoum a été décoré à titre posthume par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'initiateur du projet de la maison du Hajj repose désormais au cimetière de Nyarela. C'est donc la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Pour les éditions de demain, 10h-13h, retrouvez Rachel Tissougué. S'il plaît à Dieu, je serai là pour les éditions du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.